Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Ce nouvel épisode sera en fait un nouveau format que l'on a décliné en une série. Dans notre épisode 28, nous avions abordé la grève des médecins généralistes. Lors de cette grève, on a pu entendre et lire énormément de choses au sujet de ce nouveau métier, l'IPA, l'infirmier en pratique avancée. Ce nouveau métier qui semble d'ailleurs être une des sources d'inquiétude de certains médecins généralistes. Mais sait-on vraiment ce qu'est un IPA ? J'ai donc décidé de prendre mes micros et mon enregistreur et de partir à la rencontre de ces professionnels qui exercent ou sont en train de se former à ce nouveau métier qu'est l'infirmier en pratique avancée. J'ai rencontré 2 professionnels de santé vraiment extraordinaires, tellement passionnants et inspirants. Chez eux, le mot vocation prend tout son sens. Dans cette série, ils vont nous expliquer ce qu'est un infirmier en pratique avancée, comment on devient IPA et le cursus de formation. Ils vont nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette évolution de leur métier d'infirmier. Quels sont les bénéfices aussi de ce nouveau métier dans le contexte actuel de notre système de santé. Je les ai également interrogés sur leur rémunération, car cet enjeu semble aujourd'hui être un frein important au développement des IPA. Et enfin, je leur ai demandé comment on pouvait rassurer les professionnels de santé qui méconnaissent probablement ce nouveau métier et leur retour d'expérience après 3 ans d'existence de ces nouvelles compétences. Avant de vous laisser avec ce reportage, je voulais dire un grand merci à Julien et Laurent d'avoir pris de leur temps si précieux en ce moment pour faire ce reportage. Vous êtes des professionnels incroyables et croyez-moi, vous qui nous écoutez, vous aurez envie de devenir leurs patients ou de travailler avec eux après les avoir écoutés. Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des cœurs et des commentaires sur votre appli de podcast. Ce sera le meilleur moyen de soutenir notre travail et ça nous fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, je m'appelle Julien Martinez, j'ai 35 ans. Je suis infirmier en santé mentale et communautaire et je travaille à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon en psychiatrie où j'ai aussi une activité de recherche en sciences infirmières et je tiens une consultation dictologique pour l'association AIDS centrée sur le chemsex. Et je suis aussi en master 2 IPA en mention santé mentale. Je m'appelle Laurent Selsac, donc je suis infirmier en pratique avancée depuis 2020. Je suis infirmier depuis 2007. J'ai commencé tout d'abord de 2007 à 2013 comme militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées en région parisienne dans un service d'hématologie, d'unité stérile de greffe, où j'ai pu mettre en place tout ce qui était consultation d'annonce de leucémie, où j'ai pu, avec le chef de service, créer complètement ce projet ensemble. On a pu le monter au niveau départemental. Je me suis formé tout du long, j'ai fait un DU d'éthique, j'ai fait plusieurs formations dans ce cadre-là. Et puis, un petit peu plus tard, j'ai eu envie de mettre en application ce que j'avais appris en hospitalier. Et je me suis installé en région Tourangelle, en libéral, dans une ville qui était plutôt précaire, avec 60% de logements sociaux, beaucoup de précarité, peu de médecins traitants, beaucoup de départs, mais aucune installation. J'ai continué à me former en faisant plusieurs DU de play, etc. Et à un moment a commencé, bien sûr, tout ça en perspective à côté. Il y avait les pratiques avancées, enfin la pratique avancée qui commençait à se développer avec les masters précurseurs qui étaient à Aix-en-Provence, Marseille et Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, je commençais à me rapprocher de ces formations, des formations cliniciennes, master sciences cliniques. Et donc, j'ai fait cette formation de pratique avancée à l'UPEC Sorbonne, et donc pour lequel j'ai été diplômé en 2020. Pour vous présenter succinctement ce qu'est un infirmier en pratique avancée,
Il faut savoir que c'est un infirmier qui a acquis des compétences spécifiques, à un niveau Master 2. Les compétences peuvent être résumées en plusieurs mots-clés. Les compétences cliniques, de recherche, de collaboration, de leadership, de guidance et de formation. L'infirmier en pratique avancée est amené à avoir une activité clinique dans laquelle il va accompagner de manière complètement autonome. Quand je dis autonome, ça veut dire qu'il est pleinement responsable de ses erreurs. Et j'aime vraiment le préciser, on est pénalement responsable devant la loi. Donc il va accompagner un patient dans son domaine de spécialité. Donc en fait, le patient, il dépend d'un médecin. Donc le patient est venu voir un médecin et qui aiguille ensuite ce dernier vers l'IPA, avec lequel le médecin a signé un protocole d'organisation. Donc le protocole d'organisation, c'est un protocole qui stipule en fait comment on adresse les patients et quand est-ce qu'on va réadresser le patient au médecin quand la situation se dégrade par exemple. L'IPA a des compétences en examen clinique et en pharmacologie, ce qui lui permet aussi de prescrire des examens ainsi que des traitements. Alors, un infirmier en pratique avancée, c'est un infirmier déjà qui a fait donc ces 3 années d'études sanctionnées par un diplôme d'État, qui repart après 3 ans d'exercice dans une faculté de médecine pour acquérir ce nouveau diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée pour permettre, alors il y a plusieurs mentions, je vais parler de la mienne qui est la mention pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires, pour exercer du coup un nouvel exercice en coordination avec un médecin traitant ou un médecin spécialiste en ville ou en hospitalier pour accompagner des patients qui ont ces maladies chroniques le plus souvent ou faire un peu d'accès aux soins avec un médecin traitant avec qui on signe un protocole d'organisation. Voilà ce qu'est un infirmier en pratique avancée. Il y a plusieurs mentions, la pathologie chronique, prévention, polypathologie courante en soins primaires, ça c'est la première. Il y a psychiatrie et santé mentale. Il y a néphrologie, dialyse, transplantation de maladies rénales, pardon. Il y a urgence et la dernière, oncologie et hémato-oncologie. Ce sont les 5 mentions pour l'instant qui sont disponibles dans la pratique avancée. Donc je vais essayer de vous expliquer le contexte de la création effectivement de cette nouvelle compétence, les enjeux aussi. Donc si on peut dater l'arrivée de la pratique avancée infirmière en France à la date du 18 juillet 2018 par décret, en fait on peut en situer la jeunesse en 2002. En fait c'est des choses qui sont assez longues et ça met beaucoup de temps, et notamment pour tout ce qui est la profession infirmière. Et il y avait une mission en 2002 sur la démographie médicale avec le professeur Barlan qui a été suivie l'année suivante d'un second rapport qui s'appelait Coopération et transfert de compétences en 2003. Le développement et l'autonomie de ces sciences infirmières ont été expérimentés dans l'Hexagone avec des modèles du type protocole de coopération, et ceux de 2004, voilà, avant d'être généralisé avec ce que l'on appellera l'article 51 en 2009, donc ce qui a intronisé pleinement les protocoles de coopération dans le paysage sanitaire français. On a vu ça fleurir dans certains hôpitaux, selon des missions spécifiques, selon les besoins des services, des protocoles de ce qu'on appelle des coopérations. Et donc l'enjeu, en fait, c'était de passer du protocole de coopération au protocole d'organisation, qui nous donne une pleine autonomie. Alors pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas trop ce que ça veut dire protocole d'organisation, de coopération, il faut comprendre quelque chose. Le protocole de coopération, en fait, c'était quelque chose qui était dépendant de chaque hôpital, de chaque médecin, de chaque infirmier qui le signait. Et en fait, si un infirmier partait de l'hôpital et allait dans un autre lieu, il perdait cette compétence. Il perdait cette qualité-là de coopération, il perdait ce qu'il faisait en fait. L'idée, c'est qu'un protocole de coopération, avant, c'était comme un cuisinier qui nous disait, écoute, tu vas faire un gâteau au chocolat, mais par contre, attends, tu fais gaffe, moi je veux de la farine, je sais pas, maïzena, je veux du chocolat de telle marque, je sais pas, moi du lait de telle marque, voilà. On n'était pas libre, en fait, on devait faire selon le protocole strictement, donc il n'y avait pas vraiment de liberté. Maintenant, avec notre autonomie infirmière, avec les protocoles d'organisation, c'est juste de dire, voilà, tu me fais un gâteau au chocolat, tu te débrouilles, c'est toi qui gères. Donc après, à nous de mettre la farine qu'on veut, le chocolat qu'on veut, voilà. L'idée, c'est ça. Et en fait, ça nous émancipe
d'une certaine rigueur en fait imposée par les protocoles, notamment le protocole 51, ce qu'on appelle le protocole 51 en fait. Pour les conditions et le cursus de formation pour devenir IPA, en fait déjà il faut justifier 3 ans d'expérience à temps plein en qualité d'infirmier pour pouvoir être infirmier en pratique avancée. Ensuite, il faut valider un Master 2, diplôme d'État. Tu peux directement faire un Master à la sortie de l'IFSI, mais en fait, même si tu as le Master au bout de 2 ans, il faudra quand même justifier de 3 ans de pratique à temps plein en tant qu'infirmier, avec la licence infirmière, avant de pouvoir dire que tu es IPA. Donc, dans tous les cas, tu as les 3 ans d'expérience qui sont obligatoires. La sélection Master, elle se fait sur dossier, et le cursus il se divise en 2 ans. Une première année qui est généraliste, toutes mentions confondues, donc tu apprends les sciences infirmières, la santé publique, l'examen clinique du patient de manière plus approfondie, entre autres. Et la deuxième année, c'est l'année de la spécialité. Donc moi, c'est la spécialité psychiatrie et santé mentale. Durant le cursus, tu as 2 mois de stage en première année et 4 mois de stage en deuxième année. En fait, ce nouveau contexte d'infirmier en pratique avancée, il a été créé pour répondre aux sciences infirmières. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît très peu ici en France, mais les sciences infirmières sont des choses qui sont très prégnantes dans notre parcours à nous et encore plus à l'étranger, qui sont des approches dans le soin, qui sont composées, ces sciences infirmières, des sciences médicales par rapport aux soins, mais de la sociologie, des sciences humaines. C'est une pluricomposante de plusieurs sciences, en fait, sur l'accompagnement des patients. Et donc, les infirmiers, quand ils développent et quand ils apprennent déjà dans leur premier diplôme d'État, dans leurs 3 premières années, certaines composantes des sciences infirmières, après, dans leur exercice, ils apprennent à développer encore plus leurs compétences en acquérissant soit des diplômes universitaires, soit des nouveaux masters, soit des nouvelles pratiques ou d'expertise. Et jusque-là, il n'y avait que 2 parcours qui pouvaient exister pour les infirmiers, soit rester infirmier dans les soins généraux, avec les spécialités qui sont IAD, puéricultrice, IBOD, etc., des modes d'exercice différents, santé au travail, libéral, etc., et puis la filière cadre administratif. Mais à aucun moment, les infirmiers n'avaient la possibilité d'augmenter leur capacité en continuant dans le champ du clinicat. Et c'est en ça que les pratiques avancées, je dis les pratiques avancées au niveau international, sont ce reflet en fait des infirmiers qui vont continuer à pousser leur expertise clinique. Ça reste toujours de la science infirmière, de l'accompagnement infirmier, mais on a des leviers supplémentaires pour accompagner le patient. C'est-à-dire que dans la prise en charge d'un patient, contrairement au point de crispation qu'on peut entendre, l'ordonnance, c'est pas le point de finalité d'une prise en charge. C'est un élément qui est important parce qu'il peut nous aider sur certains éléments, mais si le patient n'est pas bien accompagné sur sa maladie, c'est pas uniquement un problème d'ordonnance. C'est tout un problème, tout un besoin d'accompagnement biopsychosocial qui fait que les sciences infirmières, la théorie des symptômes, des choses comme ça, viennent répondre à ces problématiques-là. En fait, la première année, c'est vraiment une année généraliste. On va s'imprégner de toutes les spécialités, on va apprendre les sciences infirmières, de l'analyse clinique, de l'analyse de situation aussi, de la santé publique, ce genre de choses. Et vraiment, la deuxième année, c'est une année de spécialité. C'est-à-dire qu'en fait, l'IPA en santé mentale, lui, il sera spécialisé dans l'accompagnement des personnes avec un trouble de santé mentale sévère, voilà, clairement. Et par contre, l'IPA urgence, lui, il aura une spécialité différente qui sera plus sur... Alors, je connais moins les urgences, hein, mais de la petite traumato, voilà, ce genre de choses en fait. Hein. Ou PCS par exemple, il y aura des IPA spécialisés dans l'insuffisance cardiaque, le suivi d'insuffisance cardiaque, ou le suivi post-AVC par exemple. On sait qu'en moyenne, actuellement, les
les infirmiers qui sont en formation ont en moyenne 15 ans d'exercice pour accéder à la formation d'infirmier en pratique avancée. Et donc, après ces 15 années donc en moyenne d'exercice, partent en formation pendant 2 ans donc dans les facultés de médecine, parce que pour l'instant en France, il y a très peu de facultés de sciences infirmières. Mais donc ils vont faire ces 2 années-là. Ces 2 années, il y a des enseignements. Pour la première année, c'est spécifiquement le tronc commun sur les bases de l'exercice. Et puis la deuxième année, c'est de l'enseignement qui est en lien avec la mention suivie. Ça répond à des critères de CTS d'enseignement, des UE, qui sont spécifiques à l'Europe, qui codent pour un niveau master. Donc il n'y a pas question que ça soit un plus bas master ou quoi que ce soit. Ça répond aux normes françaises qui donnent la diplomation de master. La première année, il y a un stage de 2 mois qui est très souvent effectué dans l'univers opposé à dans lequel vient l'infirmier. Par exemple, l'infirmier qui bosse en hospitalier en structure de soins va faire son stage dans une maison de santé ou dans du libéral. Et inversement, l'infirmier du libéral va aller mettre les pieds un peu plus profondément dans un service hospitalier. Le but, c'est d'arriver à créer peut-être de manière plus concrète les passerelles du travail ville-hôpital pour permettre justement d'effectuer de meilleurs échanges. La deuxième année, par contre, ça va être vraiment sur ses points forts, le stage, c'est-à-dire vraiment l'exercice dans lequel il va aller travailler, d'aller directement ces 4 mois de stage avec un maître de stage, un médecin, et une IPA ou une infirmière avec une expertise le temps qu'il y ait suffisamment de gens faire ces 4 mois de stage pour pousser son apprentissage et accompagner aussi son mémoire de fin de master qui rendra sur la thématique qu'il a choisie. Donc c'est un niveau master classiquement dans l'enseignement supérieur. En moyenne, aujourd'hui, les IPA qui sont en formation ou qui sont diplômés ont 15 ans d'expérience professionnelle en moyenne. Pour pouvoir entrer en faculté, pour pouvoir être pris, il faut au minimum donc 3 ans d'expérience professionnelle. Cependant, sur le terrain, ce qui est constaté, c'est une moyenne de 15 ans d'exercice professionnel pour les infirmiers en pratique avancée qui sont diplômés ou qui sont en cours de formation en France en 2023. Alors, le rôle de l'IPA, il est assez varié, mais globalement, en fait, il y a plusieurs mentions. Je pense que c'est mieux si je te détaille un petit peu les mentions. Il y a la première mention qui s'appelle PCS, pathologie chronique stabilisée. C'est un peu, j'appelle ça vulgairement, la mention médecine générale, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. La médecine générale, ça rassemble en fait tout ce qui est la neurologie, la cardiologie, les diabètes, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et aussi l'épilepsie, un petit peu, tu vois, pour revenir sur la neurologie. En gros, PCS, c'est ça. Après, tu as la mention néphrologie, la mention oncohématologie, la mention santé mentale, et la dernière mention qui vient d'apparaître l'année dernière, la mention urgence. Mais pour résumer, en fait, l'IPA, comme c'est un Master 2, c'est 5 ans d'études, c'est pas 10 ans d'études comme un médecin. Donc en fait, nous, on a un cœur de métier qui est le soin infirmier. Ce cœur de métier, en fait, il est un peu plus développé, justement pour qu'on puisse mieux accompagner le patient dans une prise en charge plus globale, avec le suivi médicamenteux notamment, mais c'est pas l'enjeu majeur, hein, ça fait partie de nos responsabilités, mais en fait l'idée c'est qu'on soit beaucoup plus autonome dans l'accompagnement du patient. Ça c'est la première des choses. Et la seconde chose, attends, je suis en train de perdre mon fil là, je disais ça pourquoi Oui, c'est que en fait, la seconde chose, c'est que on est spécialisé justement parce que enfin, je sais pas comment je pourrais le dire, mais l'idée c'est qu'on est spécialisé et que c'est bien comme ça en fait, parce que ça nous permet d'avoir un niveau d'expertise plus précis sur notre domaine. Légalement, il n'y a rien qui interdit l'IPA de faire plusieurs mentions. Sauf que c'est l'ordre infirmier qui a mis le haut là en disant ben oui, mais non, c'est pas possible parce que
un médecin généraliste, sa spécialité, c'est médecin généraliste, et il ne peut pas être, je dis n'importe quoi, mais réanimateur ou psychiatre en même temps. Bon, alors qu'on sait que des médecins généralistes peuvent être médecins du sport en même temps, ce genre de choses, mais pour l'instant, c'est l'ordre infirmier qui bloque. Est-ce qu'un infirmier peut cumuler plusieurs mentions d'IPA? Il y a une grande discussion sur le sujet parce qu'il faut pouvoir les enregistrer, ces mentions, mais en soi, dans les textes, rien n'interdit à un IPA de pouvoir cumuler plusieurs mentions, et ça a un sens. Je vais donner un exemple très concret. Un infirmier en pratique avancée qui ferait par exemple la mention pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires, qui souhaiterait faire la formation, la mention supplémentaire psychiatrie et santé mentale, pour deux options, soit accompagner mieux sur le plan psychiatrique les patients qui souffrent en plus de leur maladie chronique, d'une composante en santé mentale, ou au contraire, pour aller accompagner les patients qui sont en établissement ou en parcours psychiatrique avec une pathologie en santé mentale identifiée, et pouvoir mieux les suivre sur les composantes de sa maladie chronique. On sait que les patients qui ont des maladies psychiatriques sont très souvent moins bien diagnostiqués. Ils souffrent d'un retard de diagnostic de plus de 20% par rapport à la population générale. Et donc, cette double mention peut, dans certains cas, apporter vraiment une amélioration des parcours. Une des notions qui pourrait inquiéter vis-à-vis de ce cumul, c'est que des gens pourraient faire les 5 mentions et avoir un champ de compétences très très large. Et donc, au final, c'est peut-être ça qui peut inquiéter des instances. Mais en fait, on voit bien que ce qui est important, c'est le parcours du patient et comment on mobilise les capacités et les compétences. C'est plus ça qui est important. Et je ne doute pas que les IPA arriveront à rassurer sur ces cumuls ou la volonté, en fait, d'acquérir des nouvelles cordes à l'arc pour mieux accompagner les gens. Et en fait, quand on fait une deuxième mention, il y a une partie qui est de l'ordre de la validation d'enseignement supérieur. Voilà, et donc c'est une année. Parce on doit réapprendre la clinique spécifique à la mention, la sémiologie, toutes ces parties-là, par contre, qui sont pas transmissibles. Mais par contre, ça divise par 2 le tronc commun. C'est d'où l'intérêt de la première année qui est tronc commun. Les IPA ont un droit de prescription. La première des choses, c'est qu'ils peuvent prescrire déjà tout ce que les infirmiers peuvent prescrire. Donc certains bilans sanguins, du matériel médical, aussi les substituts nicotiniques, donc les gommes et les patchs par exemple. Ça, on peut le faire puisqu'on est infirmier. Ensuite, en tant qu'IPA, on peut prescrire tout ce qui est traitement, médicaments à non-prescription médicale obligatoire. En fait, c'est les médicaments que tu peux acheter toi-même en pharmacie, mais qui ne sont pas remboursés. Ça, on peut le prescrire en première intention, sans qu'un médecin ait besoin d'écrire la première prescription. Voilà. Et ensuite, on peut renouveler certaines prescriptions médicales selon notre décret. En fait, selon notre spécialité, on peut renouveler les traitements qui ont été prescrits en première intention par le médecin. Mais ça, c'est selon notre spécialité. Par exemple, un IPA en PCS, donc pathologie chronique stabilisée, il pourra renouveler des traitements spécifiques à la cardiologie ou à la neurologie, par exemple. Moi, en psychiatrie, je pourrais renouveler certains traitements, notamment la majorité des neuroleptiques, des antipsychotiques, des antidépresseurs. Voilà. Mais ça, c'est écrit sur décret pour l'instant. Après, l'idée, c'est que au fur et à mesure de la pratique IPA, le décret s'assouplisse et qu'en fait, on n'ait pas forcément tous les traitements décrits, comme les traitements évoluent très vite et tout, et qu'en fait, il y ait l'esprit du texte qui reste en fait. Dans les années à venir, de toute façon, il va y avoir des évolutions juridiques parce que là, il y a un premier décret et en fait, le décret, alors nous, ce qu'on demande, c'est qu'il puisse s'assouplir, mais en fait,
pour la simple et bonne raison qu'on puisse collaborer mieux avec les médecins, en fait. Hein. C'est pas pour autre chose. C'est vraiment ça. C'est l'idée, c'est que un exemple très simple. Par exemple, moi, j'ai le droit de renouveler du Subutex et de la méthadone. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des médicaments de substitution à certains produits psychoactifs, hein, les opiacés. Donc, c'est des produits qui sont assez complexes à manipuler, d'accord? Et ça, j'ai le droit de le faire. Par contre, j'ai pas le droit de prescrire un bon de transport. Par exemple, j'ai un patient qui vient pour un syndrome dépressif. Je peux lui renouveler ses traitements antidépresseurs. Par contre, si, par exemple, il y a un médicament pour le diabète, ça, je ne peux pas le renouveler. En fait, une fois que la première prescription a été faite par un médecin, ensuite, je peux piloter le traitement en tant qu'IPA. Comme j'ai la responsabilité du patient, je peux piloter le traitement et donc je peux l'augmenter et je peux le baisser aussi. Ça, effectivement, on peut le faire aussi. On peut aussi prescrire des examens complémentaires. Ça peut être par exemple des électrocardiogrammes, ça peut être des radios, ça peut être des scanners, des bilans sang aussi. En fait, ça va dépendre de notre spécialité déjà, et ça va dépendre aussi du contexte clinique, de ce dont le patient aura besoin. Par exemple, moi en psychiatrie, je sais que je vais être amené à prescrire pas mal d'électrocardiogrammes, parce qu'on sait que les traitements neuroleptiques peuvent avoir un impact sur le cœur. Donc du coup, on fait souvent des électrocardiogrammes aux patients pour voir si tout va bien. Alors moi, j'ai choisi d'évoluer vers ce nouveau diplôme d'infirmière pratique avancée parce qu'au bout d'un moment, quand on a 3 DU, un master, d'autres formations complémentaires, dans l'exercice d'infirmier, en infirmier libéral là en l'occurrence, ni dans la facturation, ni dans quoi que ce soit, mes compétences ne sont valorisées soit en titre financier, soit en termes de temps, soit en termes de reconnaissance, etc. Si ce n'est la reconnaissance du patient, mais quand j'effectue mon pansement et mon analyse, même si j'ai un diplôme universitaire de spécialité dans ça, rien n'est reconnu particulièrement pour valoriser ces enseignements et cette formation particulière. Et au bout d'un moment, quand on acquiert à la fois des expertises, des connaissances et des compétences, eh bien, au bout d'un moment, on a envie de travailler là-dedans et de mettre en commun. Moi, je suis passionné par les parcours complexes. Je sais que j'ai une appétence et une capacité pour faire ça plus que d'autres personnes et c'est pas un problème du tout. On a chacun nos appétences. Eh bien, moi, j'ai envie de mettre ça en commun, en fait, dans le pot pour travailler ensemble et pour faciliter le travail à tout le monde. Et donc, c'est cette volonté-là qui a fait que je suis parti. Alors, à la base, le master précurseur, il y avait parcours complexe et ce qui est ressorti des diplômes d'infirmier en pratique avancée, c'est la pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse et avec lequel on travaille avec mes médecins, justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces patients dans leur parcours de la pathologie. Et c'est vraiment de l'expertise capitalisée sur 15 ans de travail pour justement aider au mieux l'équipe de soins à répondre aux problématiques. Pour moi, les bénéfices de la pratique avancée dans notre contexte actuel de système de santé, c'est qu'on a une expertise infirmière avec plus de compétences, on a une meilleure répartition de l'organisation du travail de manière globale, on a aussi une qualité du suivi qui est préservée. En fait, les études outre-Atlantique et dans tous les pays du monde où la pratique avancée est implantée, elles montrent une chose, c'est qu'on ne fait pas moins bien que les médecins. Et ça, c'est vraiment important de le dire, parce que ça, c'est les études, c'est des preuves solides. Et ensuite, les bénéfices, c'est aussi que c'est une profession nouvelle qui permet de rééquilibrer l'organisation des soins et d'avoir un métier hybride entre l'infirmier et le médecin. Et puis après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, avec nos nouvelles compétences cliniques, recherche, collaboration, ce genre de choses, formation, on va pouvoir aussi
accompagner mieux les soins infirmiers et aussi faire en sorte que les soins infirmiers soient mieux reconnus en France. Alors, effectivement, on a un problème avec la rémunération des IPA en libéraux au niveau du forfait. Et c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et ça gaspille beaucoup de salive auprès de personnes qui sont outrées. Mais en fait, au final, les IPA libéraux, aujourd'hui, ils gagnent pas correctement leur vie. Et même, il y en a certains qui gagnent en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, ils sont en dessous du seuil de pauvreté, en fait, très clairement. Hein, ça ne fonctionne pas, donc ils arrêtent. Hein, ils se forcent pas. L'idée, c'est qu'en fait, l'IPA, c'est pas comme le médecin. C'est pas une consultation à 25 euros. L'IPA, en fait, ils ont créé un forfait. Il y a plusieurs parties de ce forfait. Il y a un premier forfait qu'on appelle le forfait d'éligibilité. C'est en fait une consultation d'1 heure avec l'IPA, avec le patient, pardon. Et en fait, ce forfait d'éligibilité de 20 euros, il est là en fait pour que l'IPA il puisse voir le patient et voir si ça rentre dans les critères du protocole d'organisation de ce patient pour qu'on puisse l'accompagner. Ensuite, il y a le forfait initial. Il est facturable lors du premier contact annuel lié à la prise en charge du patient, d'accord, pour des soins en pratique avancée. Ensuite, il y a le forfait de suivi. Il est facturable chaque trimestre, en fait. Et ensuite, il y a une majoration qui existe de 3,90 € pour être très précis. Pour être encore précis, le premier forfait initial, il est à 58,90 €. Donc, c'est l'anamnèse, la rencontre avec le patient, la discussion. C'est des consultes IPA, c'est des consultes assez spécifiques qui durent entre 45 minutes et plus d'1 heure. Donc, il faut aussi comparer ce qui est comparable avec une consulte en médecine générale qui n'est pas forcément à ce niveau-là. D'accord ? Et ensuite, il y a 32 € par trimestre et c'est au forfait. Sauf qu'en moyenne, les IPA, ils facturent que 2,21 forfaits et parce que les autres forfaits, ils incluent tout dedans. Et en fait, l'idée, c'est que le forfait, c'est un vrai forfait dans son inconvénient, en fait, parce que tu gagnes pas bien ta vie. Si le patient ne vient pas, tu factures pas, contrairement à d'autres structures comme les hospitalisations à domicile, les SSIAD, ce genre de choses. Et finalement, le revenu médian d'un IPA en libéral, il est légèrement inférieur à 17 000 € brut, donc sous le seuil de pauvreté, quoi. En fait, l'idée, c'est que le patient, ils ont mis en place le forfait pour qu'il soit vu un certain nombre de fois. Mais en général, le patient, comme c'est du parcours complexe, il vient plus que ce nombre de fois qui est prévu. Donc en fait, après, ça casse le forfait en termes de rentabilité. Alors pour être très transparent sur la rémunération, on a un chiffre qui est le principal. Le revenu, le chiffre d'affaires médian d'un infirmier en pratique avancée en libéral, c'est 16 956 €. Donc c'est-à-dire moins de 710 € net par mois. Donc je comprends qu'on puisse être jaloux de toute cette richesse, mais factuellement, donc moi je suis diplômé depuis 2020, il y a une promo avant moi, donc 2019. Comment est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que des gens qui ont 15 ans d'expérience en moyenne puissent vivre avec 700 balles par mois? Je sais pas à quel moment on a pu conceptualiser que c'était une bonne idée. Je sais pas à quel moment on a pu conceptualiser qu'il y avait de la jalousie par rapport à ça. Ça aussi, ça m'épate un peu. Mais voilà, on est parti d'un certain nombre. Maintenant, on doit être moins d'une quarantaine dans le tissu libéral. On a un nouvel avenant qui va arriver en mars, le 23 mars. J'espère qu'il nous permettra de facturer certaines choses plus précisément. Mais autrement, évidemment, sans rémunération adéquate, il n'y aura pas de prise dans le terrain de la pratique avancée. Alors, comment est rémunéré l'IPA ? Pour l'instant, c'est assez simple. Un IPA, quand il voit un patient, soit il est éligible, soit il n'est pas éligible. C'est-à-dire, soit il a une maladie chronique sur laquelle on peut le voir, ou de l'accès aux soins, ou des choses comme ça. S'il n'est pas éligible, donc c'est que de l'accès aux soins, de la prévention, des choses comme ça, c'est souvent des pré-consultations d'anamnèse, en fait, qui durent plus d'une demi-heure, pour 20,27 € brut, donc 10 €.
cette partie-là. Si le patient est éligible, ce 20,27 €, il est facturable qu'une seule fois dans la vie du patient. Donc s'il revient pour un autre problème, on ne pourra pas du tout le facturer. Après, si le patient est éligible, c'est un forfait, le premier forfait d'éligibilité, en plus de l'éligibilité, c'est la première anamnèse qu'on fait du patient. Cette première anamnèse, c'est quoi? C'est recevoir le patient pour refaire le dossier au plus près de la situation. On sait très bien que quand un médecin a, hélas, 15 ou 20 minutes, il faut prioriser les demandes, surtout quand les patients peuvent venir, on sait qu'ils viennent avec 3,8 motifs en général de consultation. On sait que du coup, il faut prioriser ces 15 minutes pour les médecins. Et donc, c'est reprendre ce dossier, remettre tous les antécédents en fonction des courriers, en critères qu'on appelle SIM10, en fait, avec les diagnostics. Le but est que le dossier soit le mieux traité possible pour que, en 2023, quand ça sera possible, la synthèse médicale du dossier puisse être directement mise dans le DMP ou dans l'espace santé pour que les urgences ou le SMUR, quand ils arrivent, en fait, ils aient des données fiables avec les médicaments, les antécédents du patient. Donc ça, cette première consultation, en tout, elle dure en général en moyenne 1 heure. Ça peut être 45 minutes, ça peut être 1h15, mais elle dure 1 heure. Pour 1 heure, ça coûte 58 €. On peut se dire, c'est 58 € de l'heure, c'est bien payé. Cependant, c'est un forfait trimestriel. Donc, c'est-à-dire que si c'est la mise en place, par exemple, d'un traitement pour un diabétique, on va mettre en place ce traitement-là. Évidemment, je ne vais pas le revoir dans 3 mois, donc il va falloir que je le revoie le mois d'après. Donc, quand il va revenir le mois d'après, je ne pourrai rien facturer lors de ce passage pour vérifier. Et en fonction de son degré de compréhension ou pas, soit je le revois pas avant l'autre mois, soit du coup, je suis obligé de le revoir le mois d'après. Et donc là, j'aurais fait 3 rendez-vous, finalement, pour 58 € pour plus de 2 ou 3 heures de travail. Donc, c'est un forfait, qui, quel que soit le nombre de passages, et évidemment, dans l'exercice en tout cas qui est le mien et qui est de beaucoup d'IPA, les médecins partagent avec nous les patients dans lesquels ils ont des difficultés de prise en charge. Donc ce sont très rarement des jeunes garçons ou des jeunes femmes qui ont 20 ans, pas de problème avec leur maladie. C'est plutôt des patients de 65, 70, 80 ans avec des difficultés de maintien à domicile, avec de l'accompagnement, des échecs dans leur prise en charge, etc. Et donc ce sont des prises en charge qui sont chronophages. Et pour lequel, c'est logique, le médecin, il a besoin d'un renfort supplémentaire sur ces accompagnements-là, donc il partage ses prises en charge. Donc ce temps-là, d'1 heure, c'est par consultation, donc on forfait. Le trimestre d'après, on passe à 32 € puisque la première anamnèse est faite. Pareil, pour 3 mois, pour un trimestre, 32 €. Si le patient vient une semaine avant, pas de possibilité de facturer. S'il vient une semaine après, on peut facturer, mais c'est du forfait, donc les temps, c'est à date. Donc voilà. Ce qui fait que quand on regarde les échelles de facturation au niveau de la CNAM, un IPA facture en moyenne 2,4 forfaits par an, par patient. Donc, c'est-à-dire que l'IPA facture une centaine d'euros par an pour plus de 2 ou 3 heures de travail par patient. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ces IPA, non seulement le temps qui est pris avec la rémunération à côté qui n'est pas en adéquation, plus la difficulté d'orientation des patients à cause du protocole d'organisation, fait qu'on arrive à ce revenu médian de 17 000 € brut annuel. Eh bien, moi, je suis un peu en dessous, je suis à 500 et quelques euros net mensuels. Très clairement, je diversifie mes sources de revenus de manière absolument légale. Donc, je donne des cours, je fais de la formation en DPC. J'ai fait il y a 1 an un DPC sur multiprofessionnel et sur la détection des violences aux femmes. Donc, je diversifie mes sources de revenus parce qu'en effet, l'activité d'IPA n'est pas suffisamment lucrative. Elle est 5 fois moins rémunératrice que mon activité d'infirmier libéral avant. Le DPC, c'est le développement personnel continu. C'est des actions de formation
que font les professionnels de santé qui font partie du maintien des connaissances continues. Et pour avoir accès à ces formations continues, il faut bien que des gens créent les formations. Et donc, j'ai pu en créer quelques-unes. Les bénéfices de la pratique avancée dans l'accompagnement d'un patient, en fait, la pratique avancée, c'est pas une clé passe-partout, en fait. C'est pas l'anneau qui va tous gouverner, qui va solutionner tous les problèmes. C'est plutôt l'huile dans les rouages, ce qui va faciliter les échanges. Je m'explique. Quand un médecin travaille, ou quand un infirmier travaille, quand un kiné travaille, actuellement, on a une somme de patients, une demande d'accès aux soins, une problématique qui fait qu'on est le nez dans le guidon, et tous, autant que nous sommes, on est dans une vision où on est à fond sur chacun notre travail en pensant que c'est cet effort colossal qui va pouvoir résoudre la situation. L'infirmier en pratique avancée là-dedans, il va arriver en remettant du lien entre les professionnels. J'ai un peu l'amusement de dire que je joue aussi le traducteur entre le médecin et les autres professionnels de santé. Alors, très souvent, c'est en effet les infirmiers. Donc moi, je sais très bien parler le langage infirmier, mais je sais aussi très bien comprendre le langage médecin. Donc pour faciliter ces échanges-là, pour que les professions arrivent aussi à se comprendre entre elles, et comment moi, je peux accorder du temps qui m'est dévolu dans mon organisation et dans mon rôle pour faciliter ces parcours qui, hélas, par besoin, par raréfication de denrées médicales, de plein de choses, de trop de certificats non nécessaires ou pas une charge de travail pas adaptée, des demandes inadéquates, etc. Le médecin n'a plus le temps de le faire. La question, c'est pas est-ce que l'IPA, même si on a des publications qui montrent que c'est équivalent, etc. La question n'est pas est-ce qu'un médecin pourrait faire ce que fait l'IPA. Bien sûr qu'un médecin pourrait faire ce qu'est l'IPA. Cependant, factuellement, en 2023, ce n'est plus possible. Parce que il y a une raréfication de la denrée médicale, il y a un vieillissement de la population, et deuxième effet ciseau, il y a un allongement de la vie qui fait que cette partie-là de population, elle augmente énormément. Il y a une augmentation des affections de longue durée, et l'affection de longue durée, les affections de longue durée se traitent par du médicamenteux, mais aussi par du non médicamenteux, et le psychosocial dans le non médicamenteux, c'est chronophage, et plutôt que de laisser cet accès aux soins vers des professionnels non de santé et non formés, il vaut mieux que ça soit accessible à des professionnels de santé qui sont formés spécifiquement à ces sujets-là et qui travaillent directement avec les médecins, directement avec leur logiciel, où tout est centralisé au plus proche, non seulement du médecin, mais du patient pour son parcours de soins. Alors, moi, ce qui m'a motivé pour faire ce cursus IPA, en fait, alors, moi, infirmier, c'était une reconversion professionnelle. Et avant, j'avais un Master 2, et c'est vrai que j'avais envie dans ma vie de retrouver ce niveau Master 2 en termes de responsabilité, en fait. Et IPA, ça me convenait en termes d'autonomie et de responsabilité, sachant que je tenais déjà une consultation, par exemple, à Dicto, tu vois, où j'étais complètement autonome, en fait. D'ailleurs, dans l'association, il n'y a pas de médecin dictologue. Donc, voilà. L'idée d'avoir une pratique autonome, en équipe quand même, et puis aussi avec des missions annexes comme de la recherche, puisque moi, ça fait depuis 2017 que je fais de la recherche en sciences infirmières, et pouvoir rassembler les deux, en fait, moi, c'était ça ma motivation, en fait.
Alors, pourquoi j'ai choisi la santé mentale? Alors, moi, depuis que je suis en psychiatrie, on me dit souvent, c'est pas toi qui choisis la psychiatrie, c'est la psychiatrie qui te choisit. Euh, bon, parce qu'en fait, j'y étais, pour être plus sérieux, j'y travaillais. Moi, aujourd'hui, c'est mon établissement qui me finance sa formation et qui a besoin d'IPA en santé mentale. Moi, voilà, globalement, de toute façon, je voulais rester en santé mentale. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la spécialité. Euh, Parce que c'est une spécialité qui me plaît, que je trouve passionnante pour plein de raisons, et que je crois qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui en France, en santé mentale. Je suis la troisième promo, je crois. Je suis la troisième promo, parce qu'en fait, IPA psychiatrie, c'était... en fait, il y a eu le cursus qui a commencé avec onco-hémato, néphro et PCS. Ensuite, ils ont greffé psychiatrie santé mentale l'année suivante. Et ensuite, ils ont greffé urgence. Alors, j'ai complètement arrêté mon activité d'infirmier libéral, en fait, parce que c'était beaucoup trop schizophrénique et encore plutôt dichotomique, on va dire, parce que c'est un peu péjoratif. Quand on fait sa tournée d'infirmier libéral, la charge de travail, il faut enchaîner les patients, il y a plein de choses, etc. Quand on arrive sur une prise en charge de patients qu'il faut faire son insuline, eh bien, on voit que le protocole, il n'est pas adapté. Sauf que quand je viens pour faire l'insuline, je suis pas là pour remettre en question toutes les prescriptions de quelqu'un d'autre, alors que c'est pas mon rôle. Et ça, faire du travail imposé sur lequel on peut rien dire à côté, finalement, c'est vraiment quelque chose qui parcourt à l'épuisement professionnel. Donc j'ai fait le choix, même si c'est certainement moins intéressant financièrement, de moins me faire mal mentalement en tout cas. Pour mon exercice en libéral, je suis installé donc avec 5 médecins généralistes. Dans ce cabinet, dans le même espace, il y a un cabinet d'infirmières libérales. Elles sont 2. De l'autre côté de la porte, il y a 2 podologues. De l'autre côté, à gauche, il y a 2 kinés. Au rez-de-chaussée, il y a le laboratoire d'analyse médicale. Et juste en face, il y a un échographe. Donc, mon exercice, il est, même si c'est pas monté dans une maison de santé et si rien n'est formalisé comme ça, mon exercice, il est directement pluriprofessionnel. Et il se construit dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas de bureau dédié puisque j'habite en ville et la grosse problématique en ville, c'est l'espace. Acheter de l'immobilier, c'est très compliqué. Construire de l'immobilier, ça a pris énormément de valeur et les taux, c'est très compliqué. Donc, on est obligé de rester dans cet espace contraint. Donc, tout le monde ne travaillant pas 5 jours par semaine, je m'adapte, en fait, à bouger par les bureaux. Je reçois les patients que mes médecins m'orientent. Donc, on a un logiciel de prise de rendez-vous. Très souvent, les premières fois, ce sont mes médecins qui mettent directement les rendez-vous des patients, qui disent, bah voilà, il peut faire tel jour, telle heure, voilà, ils prennent directement les rendez-vous. On mange tous les midis ensemble, donc on parle moult fois des patients ou des patients qui veulent me confier en m'expliquant les problématiques. Donc ça, c'est sur la partie des maladies chroniques. Je reçois le patient, on refait le point sur sa maladie, on refait le point sur le traitement, enfin voilà, on fait toutes ces parties-là. Soit le médecin a renouvelé l'ordonnance juste avant, super, ça me fait 10 minutes de plus pour parler d'autre chose. Soit le médecin n'a pas renouvelé et du coup, j'anticipe, je renouvelle l'ordonnance sans aucun problème. Je fais tout un point sur les vaccinations. On sait qu'on est à 8% de couverture, par exemple, sur le pneumocoque en France, c'est complètement insuffisant. 0,8% sur le zona. Il y a tout un champ des possibles qui est large et qui permet d'évoluer sur ces parties-là.
On s'est posé ensemble avec les médecins. Ça arrive des fois qu'on soit le week-end pour discuter quand on veut améliorer tel axe de prise en charge sur les patients. C'est un travail préalable de discussion et d'alchimie intellectuelle avant de mettre en œuvre le reste. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important. C'est que si je suis très sensibilisé à la iatrogénie médicamenteuse, si je travaille avec quelqu'un qui prescrit énormément de médicaments, du coup, le travail en commun, il est compliqué. Parce que d'un côté, il y en a un qui va vider le sac et puis de l'autre, quelqu'un qui va le remplir. Donc, ça va être compliqué et personne va être satisfait. Ce qui compte, c'est de trouver des points où on se rejoint et la manière dont on veut travailler. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Sur les 5 médecins, il y en a 3 préférentiellement qui travaillent avec moi parce qu'ils ont une grosse patientèle âgée. Qui est plus propice à la fois sur les ALD, mais aussi sur l'accompagnement du vieillissement et la sécurisation du maintien à domicile. Par exemple, je peux aller au domicile, aller vérifier, faire une évaluation gériatrique, que ça soit sur le plan cognitif, mais aussi de comment c'est aménagé dans le domicile, les tapis, les risques de chute, fracture du fémur. Est-ce que, par exemple, quand je regarde le frigo discrètement, les éléments sont périmés ou pas? Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que du coup, il y a des troubles cognitifs? Enfin, ces éléments de dépistage-là. Donc, on travaille vraiment à la fois sur la pathologie propre, avec l'accompagnement, des bilans d'éducation thérapeutique, à la fois sur l'accès aux soins. Tout à côté, on a un foyer logement et donc les gens, quand ils arrivent, ils sont à la recherche d'un médecin traitant. Eh bien, tous les patients passent d'abord directement avec moi pour synthétiser tout le dossier des 40 ou 50 ans de vie qu'ils ont médical, pour qu'après le médecin voit et puis on fait le parcours ensemble, on voit s'il y a besoin de changer quelque chose. En tout cas, dans l'exercice, je ne suis bridé sur aucune de mes compétences et c'est pas parce qu'on n'est pas bridé ou qu'on est bridé, que ça m'empêche d'être responsable de ce que je fais. C'est-à-dire que si un bilan sanguin revient et qu'au contraire, je vois que le diabète s'est énormément amélioré, bien sûr que je pourrais arrêter certains médicaments. Cependant, dans la stratégie et pour montrer une cohésion commune, rien ne m'empêche d'attendre 24-48 heures ou le midi pour en rediscuter avec mon médecin et décider qu'est-ce qu'on fait ensemble de toutes ces choses-là. C'est pas parce qu'on contraint que c'est ça qui nous fait travailler ensemble. C'est l'intelligence qui fait qu'on travaille ensemble. Et c'est ça où moi j'aimerais qu'on parie un peu plus sur l'intelligence des gens, parce que moi j'ai pas besoin d'un décret pour me dire que globalement mon patient je lui veux pas du mal et que s'il va pas bien et que ça dépasse mon champ de compétences, oui je dois le réorienter vers le patient. Et donc c'est comme ça qu'on travaille là où je travaille, c'est-à-dire qu'on parie sur les compétences des gens, on se respecte chacun sur nos compétences, et puis des fois oui, je vois des choses qui sont pas bien faites, et bien on se les corrige mutuellement sans évoquer le sujet avec le patient, et des fois j'oublie des choses et inversement, ça s'appelle la bienveillance collaborative, on travaille ensemble dans l'intérêt du patient, et ça c'est les éléments je pense qui sont le plus importants. Ça me permet d'avoir peut-être des fois, contrairement aux médecins, un peu plus de disponibilité pour les autres professionnels de santé. Par exemple, tout à l'heure, dans le couloir, il y avait une infirmière qui attendait pour un renouvellement d'ordonnance d'une patiente que je connais. Je l'ai reçue, j'ai fait le renouvellement. En même temps, on a pu discuter de comment ça se passait au domicile, etc. Et puis après, quand j'étais avec mon médecin, je lui ai fait la synthèse. Voilà. Pendant ce temps-là, le médecin a pu continuer ses consultations. Et le tout dernier point dans l'exercice, c'est l'accès aux soins. Cet accès aux soins, on le fait de 2 méthodes différentes. Quand les gens viennent pour du soin non programmé, quand ce ne sont pas des gens du cabinet, je les reçois en premier pour faire toute la partie du dossier, qui est très chronophage pour le médecin, et faire toute la prise des premiers paramètres. Examen clinique. S'il y a des douleurs thoraciques, c'est un électrocardiogramme. C'est faire toute cette synthèse-là. Et puis après, le médecin voit le patient directement. Et au lieu de que ça lui prenne 30 minutes, ça lui prend 15 minutes seulement en synthétisant tous les éléments que je lui ai apportés. Et ça, moi, ça me fait exercer. Mon médecin, ça lui fait gagner du temps. Et le patient, il a eu accès aux soins grâce au SAS, directement à un professionnel de santé qui ont pu s'occuper d'eux. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on exerce ensemble et dont on transmet bien sûr toutes les informations dans le même dossier.
Donc j'ai le même abonnement que elle sur Weda, et donc je note toutes les choses. Et donc quand le patient revient en consultation avec un des médecins, le médecin, quand il ouvre le dossier, eh bien, il voit à la fois toute ma synthèse, tout ce qui a été mis au propre, et inversement, quand le patient revient me voir, eh bien, on se met des post-it pour penser à faire telle et telle chose, et donc on accompagne mutuellement le patient. Si je devais faire un bilan de mon nouveau métier, on va commencer par les points négatifs pour finir par les points positifs. En point négatif, c'est ce protocole d'organisation que je peux plus voir en peinture, qui est vraiment une entrave à la fluidification du parcours. Vraiment, normalement, le médecin, et ça se passe partout pareil en France, le patient doit voir d'abord le médecin pour après me l'orienter. Donc, il y a une consultation qui ne sert pas à grand-chose, qui se passe comme ça. Dans les faits, quand un médecin décide de travailler avec toi, c'est comme ça. En fait, il te fait confiance. Tu prends le temps de décider comment tu vas travailler, mais ça, c'est vraiment une entrave et un blocage qui est phénoménal. Donc ça, c'est vraiment et puis ça ne sert vraiment à rien. Si la personne elle a décidé de travailler avec toi, c'est plus contraignant que quand j'étais en exercice d'infirmier libéral. L'autre point négatif, c'est la précarité que ça apporte. La rémunération, on ne va pas y revenir, mais moins de 700 balles par mois en médian, on est en dessous du seuil de pauvreté, donc oui, on peut parler de précarisation. 2, c'est la seule profession libérale qui n'a pas la possibilité de constituer sa patientèle propre. Ce protocole d'organisation, il entraîne une chose, c'est que si le médecin il part à la retraite ou il meurt, eh bien, l'IPA n'a plus le droit d'exercer. Donc, finalement, la constitution et le travail qui s'est fait, c'est double peine, à la fois pour l'IPA qui ne peut plus rien faire, et à la fois pour le patient qui perd à la fois son médecin, mais aussi l'IPA qui le suit. Et ça, c'est quand même pas très normal. Je veux bien qu'on mette des garde-fous sur des choses, des sécurisations et tout, mais trop, c'est pas possible. Donc ça, ce sont vraiment les points négatifs où sécuriser les gens, c'est bien, étouffer les professionnels, c'est pas bon. Je peux pas prescrire des choses très simples, 1 gramme de Doliprane, je peux pas prescrire un bon transport, c'est-à-dire que je suis capable d'aller au domicile pour voir que le patient va pas bien, qu'il décompense, pouvoir lui faire le CG, voir avec ma médecin, dire oui, en effet, il décompense, il fait un infarct, il faut l'hospitaliser. Bon, sauf que quand il faut faire le bon transport, je peux pas le faire, quoi. C'est ça, en fait, factuellement, quand on demande la primo-prescription, c'est de pouvoir prescrire l'acte infirmier qui va avec la prise de sang, pouvoir prescrire le bon transport, pouvoir prescrire du Doliprane, pouvoir prescrire des choses de la vie de tous les jours. Donc ça, ce sont vraiment les aspects où, au final, la sécurisation, elle en est devenue une contrainte à l'exercice. Le côté positif et les côtés positifs, c'est l'épanouissement du travail à plusieurs. Aucun de mes médecins et aucun des gens dans le cabinet n'imaginerait une seule seconde de revenir en arrière. Et je peux le dire très facilement parce que je l'entends au moins toutes les semaines. Au moins une fois toutes les semaines, quelqu'un me dit « Oh là là, vraiment c'est génial, qu'est-ce que ça se passe trop bien ». Enfin, voilà, c'est ce travail en commun, mais parce que chacun essaye de répondre humblement à sa fonction et d'essayer de faire le mieux possible ensemble, parce que je pense qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut avoir les réponses d'accompagner les patients à ce travail-là. Donc vraiment l'aspect positif, c'est cet aspect collaboratif sur lequel on a pu améliorer des prises en charge, monter des projets. L'accès, ce qu'on fait, l'accès à un médecin traitant là pour tous les gens de la résidence, il y avait des gens qui n'avaient pas de médecin et dont les enfants venaient un dimanche tous les 2 ou 3 mois faire une visio avec je sais pas quel truc pour renouveler les médicaments ou le pharmacien avançait les médicaments. Ces gens n'avaient pas accès à un suivi de leur maladie chronique. Donc ça, concrètement, ces gens-là, maintenant, ils ont un suivi
Ils ont leur électrocardiogramme tous les ans, ils ont la spirométrie s'il y a besoin tous les ans. C'est des examens complémentaires qui sont faits pour les suivre mieux qualitativement et quantitativement. C'est accompagner et partager avec le médecin. Chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que un coup c'est moi qui vois le patient, un coup c'est le médecin qui voit, et en fait on fait une fois sur deux, ce qui nous permet de nous coordonner. Donc voilà, aspect négatif, je dirais vraiment le champ réglementaire qui sont beaucoup trop contraignants, et les aspects positifs, c'est vraiment le travail en commun qui fait que l'émulation intellectuelle de plusieurs personnes permet de créer des choses que seul on n'aurait jamais pu faire. Alors, mon retour à moi sur le cursus de formation. Alors, globalement, enfin, oui, c'est hyper intéressant, c'est très dense, très très dense. C'est extrêmement intéressant. La frustration que j'aurais, effectivement, c'est que les sciences infirmières, avec toutes les théoriciennes infirmières, enfin, c'est des choses que nous, en IFSI, mis à part le poncif Virginie Anderson, que ça, t'apprends en IFSI, il n'y avait rien, quoi. Il y avait strictement rien. Et c'est pas que dans mon IFSI, c'est dans tous les IFSI de France quasiment. Hein. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait les sciences infirmières, tu commences, enfin, donc l'essence de ton métier, le matériel théorique de ton métier, tu l'apprends que en master. Donc ça c'est ma frustration de me dire mais j'aurais bien aimé apprendre ça avant en fait, vraiment, tu vois. Après le reste, effectivement hyper intéressant, très large. Hein. Après le cursus, t'en fais un peu, enfin c'est pas que t'en fais ce que tu veux, mais par exemple moi, même si je savais que j'étais destiné à la santé mentale, en première année, j'ai décidé de faire 2 mois de stage à Saint-Joseph-Saint-Luc, un grand hôpital lyonnais, dans le pôle urgence en fait. Parce que comme ça, je m'étais dit pendant 2 mois, je vais faire de l'examen clinique, je vais bien en manger, et puis comme ça, bon, au moins, j'aurai quelques réflexes conditionnés sur l'examen clinique du patient, l'auscultation, les ECG, les électrocardiogrammes, quoi, tu vois. Et ça m'a vraiment servi en fait, hein, de sortir de cette zone de confort et puis d'aller un peu en somatique, voir ce qui se passe. Donc voilà. Globalement, c'est hyper intense. Ça prend beaucoup de place dans la vie d'une personne. Mais c'est cool, c'est super. Alors oui, je pense que mes compétences vont me servir dans le cadre associatif. Je sais pas comment encore exactement. Ça va s'articuler. Mais je réfléchis déjà à des choses. Alors déjà, sur les apports théoriques, de la manière dont j'appréhende le patient, ou plutôt l'usager, de la manière dont j'appréhende les usagers. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma manière de voir les choses, de faire les choses avec eux. Et je pense que, globalement, l'idée, c'est que, pour l'instant, elle fonctionne en autonomie complète, hein, mais le jour où je suis IPA, peut-être qu'effectivement, j'exclus pas, je sais pas comment ça pourrait se faire, mais j'exclus pas d'intégrer un médecin dans ma collaboration et de pouvoir créer un protocole d'organisation comme ça et pour aller plus loin avec les bénéficiaires et pouvoir les accompagner avec par exemple une prescription à la fin, un suivi un peu plus dense, quoi, tu vois, mais déjà rien que dans la réflexion, oui, je pense que les usagers, je travaille différemment avec eux, ouais. Alors moi, en fait, chez AIDS, qu'est-ce que je fais? J'interviens en qualité d'infirmier là-bas, sur deux temps. Il y a un premier temps qui est un temps de consultation à dicto, en fait, où les gens viennent me voir quand ils pratiquent le chemsex. Alors pour résumer très rapidement, le chemsex, en fait, c'est la contraction de 2 mots anglais, chemical et sexe, donc chimique et sexe. Et en fait, ce sont des personnes qui ont des consommations de produits psychoactifs, certaines drogues très spécifiques, hein, c'est ce qu'on appelle les drogues de synthèse, notamment, alors ça parlera pas à grand monde, mais des catinones qu'on peut acheter sur internet, hein, et du GHB. Et c'est des gens qui prennent ça, mais dans un contexte sexuel, pour améliorer leur performance, pour être plus empathique, se sentir mieux, ressentir plus de choses. Enfin, il y a plein de raisons. Ces personnes-là, à un moment donné, c'est une consommation qui peut être à risque, où il peut y avoir un échappement de la consommation, c'est-à-dire qu'à un moment ils perdent pied, ils n'arrivent plus à contrôler comment ils consomment. Mais c'est pas pour le sexe, hein, ça peut être tout, hein, par exemple la cigarette, l'alcool, c'est pareil. Et donc, ces personnes-là viennent me voir, alors soit pour discuter simplement de leur consommation, soit pour se dire, bah tiens, j'aimerais bien un peu réduire, ou j'aimerais bien réduire les risques aussi.
ou pour dire voilà, je voudrais faire un sevrage, je voudrais arrêter. Donc moi je suis là pour ce qu'elles veulent en fait. Je suis là, donc on fait une consulte, on discute, on échange. Donc ça c'est et je fais du suivi aussi. Donc ça c'est ma première partie de mon premier temps. Et il y a un autre temps où ça dépend pas de moi dans le sens où on va dire que je co-anime, mais c'est plutôt mon acolyte qui co-anime. Il y a une personne concernée qui, elle, en fait, anime un groupe de parole sur le thème du chemsex et un groupe de support, en fait, on appelle ça, et où les personnes peuvent venir discuter de ça, discuter de leur consommation de manière complètement anonyme, détendue, 2 fois dans le mois. Et en fait, donc, j'accompagne ça, en fait, et je suis, en fait, je vais pas dire que je suis la caution infirmière du groupe, mais en tout cas, voilà, j'apporte mon regard quand on me sollicite, quand on me demande, et je discute avec les autres. Voilà, c'est vraiment quelque chose assez tranquille dans le sens où on veut pas quelque chose de moralisateur, d'être dans la répression. On veut vraiment quelque chose d'ouvert au dialogue, à la discussion, quoi. Et donc, il y a vraiment la partie consultation individuelle et la partie groupe. Moi, je pense que ce qui effraie beaucoup de monde, c'est l'inconnu. Et quand on est face à l'inconnu, il y a 2 solutions. Soit on essaye de construire un raisonnement pour découvrir ce que c'est, soit on raisonne avec la peur. Je ne peux que difficilement comprendre que quelqu'un qui a fait 10 années d'études scientifiques puisse baser sa pratique dans la peur. Pour moi, c'est très compliqué à comprendre. Je peux comprendre plein de choses, l'inquiétude, je peux comprendre qu'un médecin me dise « je ne connais pas ton métier, ça me semble totalement ubuesque, prenons un café, discutons-en », c'est pas un problème. Je pense qu'en effet, les professionnels de santé ne se connaissent pas bien et que de pouvoir discuter, ça lève beaucoup de freins. Donc ça, déjà raisonner sur la peur, c'est un problème. L'autre problème, c'est d'imaginer que parce qu'on partage la prise en charge d'un patient, on va perdre son image de médecin. Je pourrais donner ma médecin qui dirait « c'est tout le contraire, je suis encore plus renforcé dans mon rôle de médecin ». Parce que justement, il y a des éléments de la prise en charge qui relèvent de quelque chose d'intermédiaire, mais qui ne sont pas propres à ce que je fais moi médecin et pour lequel c'est clairement le travail de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien fait, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas capable de le faire. C'est simplement que cette prise en charge, elle est partagée. Et le jour où on arrête de penser que c'est le collectif la solution à une prise en charge et qu'on est omnipotent, omnipuissant pour répondre aux besoins d'une seule personne, je pense que c'est vraiment ce moment-là où il faut se questionner sur sa pratique. Nous ne sommes jamais la réponse unique à un patient. Jamais. Et c'est vraiment illusoire et narcissisant de penser ça. Donc, que les gens soient inquiets, je l'entends, mais il faut vraiment dépasser ce réflexe primaire. Quand j'entends « oui, mais il va nous rester les prises en charge compliquées », c'est faux, je l'ai dit, on a les prises en charge compliquées qu'on partage. Oui, mais regardez, il gagne 50 €. C'est faux. On gagne 17 000 € brut annuel en médiane. Donc, tous ces éléments-là, on pourrait les démonter. Si après, au final, c'est une problématique de pouvoir, et là, je peux pas grand-chose, en fait. Il fallait devenir roi du monde, et puis après, voilà, on aurait fait un truc comme ça. Mais je pense pas que ça soit une bonne solution. Et ça fait... Et en 2023, je pense qu'on parle suffisamment de déconstruire certains mécanismes de construction qui sont d'un autre temps. Je pense que ça en fait partie.
dans l'accompagnement du patient. Moi, quand je vois les patients de mes médecins, à aucun moment, même quand il y a des oublis, je me dis, elle a fait de la merde. À aucun moment. Moi, dans ma tête, je me dis, ce jour-là, ça a dû être vraiment dur, parce que vraiment, il y a plein de choses qui manquent. Et moi, mon boulot à moi, c'est de venir rehausser le truc. Et inversement. Et en fait, c'est le travail en équipe qui permet de résoudre ça. Donc, moi, c'est ça qui m'échappe complètement. C'est comment est-ce qu'on peut vraiment penser avoir la totalité des réponses. Et dans tous les dossiers qu'on fait, c'est ça qui m'étonne toujours, je peux passer 1 heure à discuter avec le patient, il va m'aborder des éléments qui ne sont jamais abordés dans le dossier du médecin, et inversement, parce que nos prises en charge sont des prismes complémentaires. Pour la réponse sur la coordination, non, ça ne sera pas que de la coordination. Mais oui, il y aura de la coordination. Parce que quand on avance dans le temps, l'exercice isolé, il va partir de moins en moins en fait. Le travail en équipe va plutôt se développer. On a 2 solutions. Soit ce travail coordonné, on ne le reconnaît pas, et pourtant il existe déjà sur le terrain avec plein de médecins qui travaillent avec les kinés, les orthophonistes, sous tout ce travail de coordination. Soit on ne le reconnaît pas, soit au contraire, à un moment, on se pose et on dit « oui, ça existe, oui, les professionnels de santé, les professionnels paramédicaux ont des compétences et des choses qu'ils sont capables de faire, on les reconnaît et on reconnaît la coordination que le médecin fait. » C'est aussi simple que ça. La coordination, les médecins le font déjà aujourd'hui. Quand ils reçoivent tous les apicryptes des bilans qui sont prescrits par d'autres personnes, les courriers de choses qui sont faites par d'autres spécialistes, les demandes, etc. On peut pas dire que ça va venir avec ça. C'est déjà factuellement sur le terrain. Maintenant, on n'a pas la possibilité ni maintenant, ni dans 10 ans, de dire qu'un médecin pourra gérer d'un parcours de A à Z et de n'importe quel professionnel de santé. Et c'est tant mieux parce que je trouve ça dangereux. Non, et puis je bosse vraiment avec des gens géniaux en fait, donc je me sens tellement loin de tout ça en fait.